Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver, surtout en ce dimanche 14 avril 2019. Vous savez, c'est un jour consacré à la fête des rameaux chez les chrétiens catholiques. Et donc, bonne fête encore à ceux qui nous suivent en ce moment. Et vous faites bien de nous suivre puisque l'équipe de votre émission, le décryptage s'installe dès à présent chez vous. Nous allons faire le point de l'actualité de la semaine. Il y a eu plusieurs sujets, plusieurs questions. Vous savez, l'entretien du chef de l'État, puis après le discours du président Maître Adrien Ongbegui, le président de l'Assemblée nationale, à l'issue donc de cette ouverture manquée de la première session ordinaire de l'année 2019, la dernière session de la 7e législature. Et donc, nous allons en parler avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Oumiad, bonsoir aux téléspectateurs. Je voudrais dire quelque chose. Je ne sais pas si vous fêtez les rameaux, mais je voudrais bien vous souhaiter cette fête-là. Je suis chrétien catholique, voilà. Donc, et au-delà de la religion, je pense que la philosophie, l'idée derrière les rameaux, c'est une idée, c'est un symbole hautement philosophique. Et donc, je pense que tout citoyen, enfin, tout homme qui croit en des valeurs et qui croit en un au-delà, doit pouvoir voir à travers les rameaux le symbole d'une certaine renaissance. Je pense que oui, nous sommes en poussière, on retournera dans la poussière. Les rameaux annoncent la passion du Christ. Nous allons entrer dans la semaine sainte et nous allons célébrer donc dimanche de Pâques. Alors, donc, vous voyez, nous rentrons dans une semaine hautement chrétienne, mais une semaine aussi hautement spirituelle, puisqu'il sera question de la passion du Christ. Et quand on parle de la passion du Christ, on parle de la passion tout simplement, la passion des hommes, l'intolérance, l'intransigeance, parfois même de l'immoralité. Il y a beaucoup de symboles autour de la passion du Christ. Comment on peut sacrifier des idéaux pour des pantins, pour des situations donc inexplicables. Vous voyez que au-delà du dimanche des rameaux, c'est tout un dispositif symbolique qui démarre aujourd'hui et qui finira le lundi de Pâques normalement, si vous êtes chrétien catholique. Très bien. Merci à vous pour cette parenthèse spirituelle. Maintenant, nous allons parler de la politique. Jeudi dernier, le chef de l'État a fait sa sortie. Le moment politique, c'est le nom de cette entrevue-là. Était-il opportune, cette sortie du chef de l'État? Ah, il était très opportun. Il était franchement opportun. Tout le monde l'attendait. On a mis beaucoup de pression sur lui. On lui a mis tellement sur la tête qu'il fallait bien qu'il se débarrasse un peu de tout ça. Il fallait bien qu'il réponde à tout ce qui attendait. Mais avant de parler du contenu, moi j'étais franchement sidéré par le décor. Très bien à nous parler, mais le décor était superbement bien. La verdure derrière. Le vert, c'est aussi la jeunesse. Hein, le vert, c'est la jeunesse. Très peu de personnes l'ont remarqué. Et ce caractère douceur qu'exprimait le vert. Est-ce que nous rêvons d'un pays vert aussi? Le pays doit pouvoir être vert. Je pense que beaucoup d'actes sont posés. Avant, même l'arrivée du président Talon, on a créé tout au moins une université d'agriculture. Sur la Révolution, on avait parlé de retour à la terre. Lors de cette chanson de la grande Agnalo, retour au pays, retour au village. Sous la Révolution, donc, la production nationale était l'un des piliers du développement. Le président Soglo récompensait les meilleurs agriculteurs. Le président Talon a créé le président Yahi a créé l'université d'agriculture. Le président Talon vient de renforcer ces universités. Donc, on met en place un certain nombre de la mécanisation agricole, carrément un programme, tout un programme. Cette agence qui a été consacrée par le Conseil des ministres. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que oui, notre pays doit être vert. Si on n'est pas dans un pays vert, si on ne promeut pas un développement vert, dans un paysage vert, un pays vert, une philosophie verte, je pense que le développement ne peut pas être à notre portée. La littérature et des intellectuels n'est pas ce qui nourrit un pays. On a besoin d'élites, mais le pays doit être au travail, et notamment
la philosophie verte, au-delà de la terre, c'est tout un construit qui passe non seulement par la terre, mais également par les bio, par la protection de l'environnement, par le respect de l'environnement, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a beaucoup d'idées autour de la notion verte et c'était intéressant. Mais moi, je parle plutôt de la douceur qui était derrière, que cela dégageait et la sérénité du chef de l'État. Je pense qu'il a assumé point par point. Et normalement, dans des pays sérieux, lorsque le chef de l'État, que tout le monde a interpellé, qu'il a déjà écouté beaucoup de personnes, que tout le monde a interpellé, lorsqu'il fait de telles sorties, normalement, on laisse place maintenant à l'action, c'est-à-dire chacun va à ses occupations, puisqu'il est le seul élu pour pouvoir opiner de cette manière-là. Il est dans son mandat, il est dans son rôle, il a pris ses options, il les a argumentées. Dès lors, il ne peut plus avoir autre proposition, autre attente. Les gens peuvent analyser, critiquer, commenter, mais normalement, on doit pouvoir avancer. Voilà, en parlant maintenant du contenu concrètement, que retenir effectivement le chef de l'État était attendu sur un certain nombre de points. Donc, le recours à l'article 68, véritablement. Également, cette proposition qui ne vient pas seulement depuis l'entame de ce processus électoral. Depuis, on parlait aussi, une certaine classe politique parlait d'une assise nationale, d'une conférence nationale bis. Et donc, le chef de l'État a donné son point de vue ou sa lecture de ce qui est attendu de lui sur ces deux aspects-là. Écoutez, on l'avait déjà dit plusieurs fois, le retour à l'article 108 de la Constitution, le recours à cet article, tant agité, était une idée assez saugrenue, pour ne pas dire totalement saugrenue. Ça ne se reposait ni sur la lettre, ni sur l'esprit. Et en laissant le chef de l'État y aller, le président l'a dit, c'est ouvrir la voie à des situations immaîtrisables. C'est tuer la Constitution du 11 décembre 1990 dans le cadre de l'équilibre des institutions. Puis on fait du chef de l'État un législateur de fait. Et comme je vous l'ai dit, un législateur de fait, il produit la loi, et donc il prend la place du Parlement. Et en prenant la place du Parlement, il peut légiférer. Et quand on peut légiférer en termes de loi ordinaire, de loi organique ou de loi constitutionnelle. Ça veut dire que pendant la période d'exception et au nom de l'équilibre des institutions, de fonctionnement régulier des institutions, il peut créer des impôts des impôts nouveaux. Il peut tout retoucher même à l'esprit de la Constitution. Je dis, nulle part, il est interdit que dans le cas de l'action d'exception, on puisse légiférer, puisque le contenu de l'action d'exception n'est pas soumis au contrôle de constitutionnalité. Un président pervers peut aller jusqu'à retoucher à la Constitution. Alors vous voyez que, franchement, on le conduisait presque à la faute, on le conduisait presque au parjure. Parce qu'après, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que les gens vont commencer par sortir, voilà, il a outrepassé ses fonctions, ah non, il ne devait pas faire ça, oui, on voulait l'ordonnance, mais c'était pas pour ceci, il ne devait pas y aller, ah, c'est la forfaiture, on va dire n'importe quoi. Et vous allez voir des théoriciens du droit public, du droit international public, de la diplomatie internationale. Tout le monde va déjà appuyer sur leur levier à l'international et ils vont créer une situation d'incertitude ingérable. C'est les mêmes qui crient, il faut y aller. Vous allez les voir, ils vont se dédoubler désormais et ressortir sur d'autres aspects et vous faire la morale sur l'article 108 de la Constitution. J'ai été surpris de ne pas avoir entendu les partis communistes du Bénin sur ce sujet, parce que le PCB avait estimé en 90 que cet article était un danger, était un danger pour notre Constitution. Et beaucoup de personnes avaient estimé que l'article 108 était un danger. J'ai été surpris de voir des gens, quand cette proposition sortait, que personne n'ait pu, en tout cas parmi les sachants, dire « Ah, c'est dangereux ». C'est tellement dangereux qu'il ne fallait même pas y penser. C'est tellement dangereux que le constituant lui-même avait mis deux conditions cumulatives pour y recourir. Mais comme c'est le chef de l'État lui seul qui décide de quand et qui a les éléments et les informations, la Cour constitutionnelle s'est refusée à tout contrôle sur l'opportunité ou pas et sur le contenu des ordonnances prises. Ça veut dire simplement que le chef de l'État a la latitude d'aller aussi loin qu'il le souhaite
à charge à lui à respecter les conditions de recours à cet article. Dès lors qu'il respecte, et ces conditions, c'est de consulter le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, et de faire un discours solennel à la nation. Voilà les conditions. Alors, dès qu'il respecte ça, c'est fini, il prend. Or, n'oubliez pas, les gens pensent que le recours, mais encore que personne n'a dit, mais qu'est-ce qu'il va faire pour ce recours-là? Et l'article 68, qu'est-ce qu'il ferait? Il va mettre les lois en veilleuse, voter en veilleuse. Il va dire, OK, on laisse tout le monde aller aux élections. Ça veut dire quoi? Il se suscite au Parlement. Et quand on va le faire, ça va nous amener où? Donc, je pense que c'est un danger qu'il a évité ce piège. Revenons à la conférence nationale. On appelle quoi conférence nationale? Large débat national. Mais après du moment où un président de la République est en place, un parlement est en place, un conseil économique national est en place, c'est quoi le large débat? Le large débat, c'est ce que chacun dit. Vous l'avez vu, regardez, prenez Victor Tropanouchel. Il a produit de la pensée, ensemble avec le professeur Ivor. Ils ont produit de la pensée pour mettre à Ngwedi, le président du Parlement national, qui était en charge d'une mission politique. Il est passé sur les réseaux, sur les médias. Il a écrit une lettre ouverte. Et puis il a co-signé maintenant. Est-ce qu'il n'a pas été... Est-ce qu'il n'a pas été... C'est pas largement fait comprendre? Le professeur Joël Frédéric Joël Aïvo, il a produit de la pensée pour le président de l'Assemblée nationale. Et puis il a co-signé la lettre de préservant l'essentiel, oui. Le travail de cette personnalité. Prenons Eric Madougou, elle s'est exprimée dans ce document. Si elle a signé Janou, elle a fait une conférence publique. Alors, le père Pénoukou, pour représenter peut-être globalement tout ce qu'il y a comme religion, bref, chacun a utilisé ses canaux. L'opposition, n'en parlons plus, tellement de séances, de meetings, de menaces, d'attaques, de rejets, de demandes de limogeage, enfin, demandes de dissolution, d'abrogation, de si, et de marche, et de menaces sur la paix. Chacun est allé dessus. Alors, mais ces personnes que vous citez ne sont pas... ce sont des personnes il y a des sachants parmi eux, véritablement. Ce sont des personnes qui auraient, peut-être, ils ont intégré l'autre aspect de l'usage de l'article 68. Pourquoi, on pourrait le dire, comme je l'avais dit une fois, sont-ils ignorants d'un certain nombre de dangers, des risques liés à cet article? Vous savez, l'incommunicabilité de la pensée fait que on peut faire dire à quelqu'un tout. Quand vous et moi nous parlons, comment voulez-vous que je vous croie si ce n'est pas établi une relation de confiance entre nous? Nos pensées ne communiquent pas, nos regards communiquent. Vous m'écoutez, je vous écoute. Mais le problème est que il s'est créé une sorte de défiance à la loi, de défiance à l'autorité, de défiance à la Constitution, par le fait même que ces sachants ne puissent déjà pas reconnaître que nous avons une opposition qui refuse de jouer le jeu. Je n'ai vu dans aucun commentaire, dans aucune littérature, dans aucune prise de parole, un diagnostic qui constate que notre opposition, c'est une opposition enfant gâté. C'est une opposition de blocage. Et tant qu'on ne l'aurait pas dit, c'est que, enfin, c'est que dans une famille, lorsque vous avez un enfant qui refuse de suivre les règles du jeu, alors que toute la discipline a été établie et l'enfant refuse de suivre les règles. Et vous venez parce que vous êtes tante, parce que vous êtes le tuteur de papa, parce que vous êtes si, vous venez pour dire, ah non, toi papa, écoutez, il faut écouter ton enfant, c'est pas normal. Écoutez, comment? C'est pas ça l'éducation. L'éducation, on écoute les enfants, on écoute. Et d'abord, l'aîné, l'adulte, le chef, le responsable, d'abord gronde l'enfant en public et après va parler au chef de famille dans la chambre. C'est comme ça chez nous, ici. Alors, quand vous voyez ces personnes, dont certains étaient aux affaires, et n'ont pas dit les mêmes choses, n'ont pas fait les mêmes choses pendant qu'ils y étaient, quand vous les voyez intervenir, vous vous demandez, est-ce qu'ils sont sérieux ou bien ils sont sur une scène de théâtre? Moi, j'ai l'impression, beaucoup se sont compris. Alors, vous comprenez qu'ils n'étaient pas en mission de rétablissement de la paix. Ils étaient en mission personnelle. Sinon, vous demandez s'ils sont sachants ignorer tout ça. Ils ne peuvent pas ignorer ça. Ils ne doivent pas l'ignorer. Ouais, moi j'ai vu un prêtre, l'abbé Pénoukou, qui a signé. Mais l'Église catholique a des règles. Est-ce qu'il souhaiterait qu'au nom de l'accroissement de la foi, l'accroissement des fidèles, on enfreigne les règles du dogme catholique? La République reconnaît le divorce. Et l'Église catholique ne reconnaît pas le divorce, par exemple. Et on s'y fait. Mais pourquoi
Lui, il pense que le chef d'État peut prendre des pouvoirs que la loi ne lui donne pas. Il est aumônier des cadres. Il doit pouvoir discipliner les cadres. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans un état où tout le monde peut faire ce qu'il doit faire. Moi, j'écoute l'abbé Pénoukou. Je pense parfois qu'il va au-delà de ce qu'il doit dire. C'est peut-être sa manière de contribuer. Il ne peut pas dire, il contribue au débat, il vient d'une institution réglementée, fortement hiérarchisée, avec des normes dont l'État se contente. Je dis, entre nos lois et certaines pratiques religieuses, il y a des décalages. Pourtant, au nom de la laïcité de l'État, on se dit que les fidèles sont libres. Mais à l'intérieur, pourquoi on vous excommunie en tant que laïc? Il y a des règles. Pourquoi on ne dit pas qui vous écoute avant l'excommunication? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas accepter quand on écoute certains. Mais chez eux, comment ils font ça? L'université a des règles. On vous prend tricheur, on vous dit non, c'est celui qui vous a arrêté. Je suis pris, qui est en faute. Est-ce que moi, Agapit Mafori, quand je peux dire que les étudiants d'Abomey Calavi revendiquent telle chose, est-ce que je peux parler en leur nom? Dites-moi. Je n'ai pas reçu mandat. Mais pourquoi quelqu'un, parce qu'il est universitaire, il pense qu'il peut parler au nom du peuple? Il n'est pas élu pour parler au nom du peuple. Il parle en son nom. Donc, vous voyez, on a embrouillé un peu le débat. Un ancien président de la République n'a pas mandat à parler au nom du peuple. Il a perdu qualité au moment où son mandat est terminé. Il parle en son nom. Est-ce qu'il peut l'exprimer ou l'universitaire contribue au débat en tant que citoyen, par exemple? Tout le monde contribue au débat en tant que citoyen. Tout le monde. L'universitaire, le peuple lambda, enfin le citoyen lambda, le vendeur du tokpa, le zémidiaman, le jardinier. Chacun contribue au débat par sa pensée. Mais nul ne peut faire usage de la dictature de la pensée parce qu'il est universitaire, il est prélat, il est ecclésiaste ou bien ce n'est pas normal, il est pasteur ou il est imam. On ne peut pas contribuer à la dictature de la pensée. Il y a seuls les textes qui doivent prévaloir. Alors, si on ne peut pas avoir ça, quel est alors le socle sur lequel nous travaillons? Donc, moi j'ai estimé que ces sachants ont utilisé leur position sociale, et oui, c'est leur position sociale, pour pouvoir imposer au chef de l'État un mécanisme, un système, qui va même au niveau de la violation de la Constitution, en tout cas de son esprit, tout en donnant acte à une opposition, comme il dit, enfant gâté, ne lui faisant même pas le reproche. Ça veut dire quoi? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, ça nous renvoie en 2011, au moment où il y a une fronde contre la LEPI, où on nous a dit qu'on ne pouvait pas aller aux élections avec la LEPI, alors que la Cour constitutionnelle, présidée par Maître Robert Dossou, avait déjà dit qu'on n'ira qu'aux élections qu'avec la LEPI. J'ai entendu des gens dire, mais comment voulez-vous qu'on ait aux élections avec ce qui n'existe pas? Et la crise s'est intensifiée. Moi, j'entends les gens dire crise sans commune mesure. Il y en a eu pire. Donc, en 2011, il a fallu la sortie des présidents Soglo, Kérékou et Zinsou. Et c'est le président Kérékou qui était le porte-parole. Alors, dans cette situation que je rappelle, il y a 2 ou 3 choses que vous devez garder. Un, dire que cette crise est sans commune mesure, c'est tiré tout par les cheveux. Deuxième chose, il a fallu l'intervention extérieure des anciens présidents de la République qui ont demandé au peuple d'aller aux élections. Parce que des gens ne voulaient pas qu'il y ait une élection. Et malgré ça, ils ont tout fait pour empêcher Mbédi d'aller aux élections. Enfin, pour demander au président Mbédi de ne pas y aller. Il était le candidat de l'Union fait la nation. Donc, il y en a tous les jusqu'au-boutistes. Des gens qui utilisent leur position sociale, leur position de l'instant, pour pouvoir dire qu'ils parlent au nom du peuple. C'est de l'usurpation de titre. Ils n'en ont pas de qualité. Chacun parle en son nom. Parce qu'on est citoyen. On a le droit d'opiner sur les questions de la cité. Mais on n'a pas le droit de dire on parle au nom du peuple. Le peuple a ses représentants élus. Il s'appelle président de la République. Il s'appelle député à l'Assemblée nationale. Et il s'appelle élus locaux. Voilà ceux qui peuvent parler. Maintenant, il y a tous ceux qui s'en dégagent. Le président de la République ayant nommé des préfets, donc le pouvoir par délégation fait que, au nom du chef de l'État, ils peuvent porter la voix. Les juges et les tribunaux, et les juges sanctionnent, font la justice au nom du peuple béninois, et ainsi de suite. Donc, si on ne peut pas déjà se discipliner sur cette logique, donc, quand vous parlez, vous demandez au chef de l'État, représentant du peuple, de bien vouloir prendre en compte tel aspect. Et il dit non, dans le cadre de mon mandat,
que le peuple m'a donné pour le représenter, moi, voilà la ligne que je suis. Il n'a qu'à nous montrer le caractère anticonstitutionnel de sa ligne. Si la ligne qu'il choisit n'est pas anticonstitutionnelle, ce n'est pas à un individu ou à des individus, quoi, soit-il 200 000 qu'on mène dans les rues, parfois certains à coups de billets, ce n'est pas eux ensemble qui diront que ni quelques des individus éparpillés sur les réseaux sociaux qui passent leur temps dans leur JVT à écrire des trucs. Donc c'est pas eux qui représentent le peuple. Ça, c'est pas ça le peuple. Vous avez certainement suivi la réaction de Maître Robert Dossou, et juriste, ancien président de la Cour constitutionnelle, par rapport à cette, ou suite à cette entrevue du chef de l'État, il estime que nous ne sommes plus, qu'il a l'honnêteté maintenant de rappeler que nous ne sommes plus dans un État de droit ni en démocratie. Il aurait perdu ses fiches de cours. Il aurait perdu ses fiches de cours, je suis désolé de le dire, parce que là également c'est une négation des droits, des règles élémentaires essentielles de la démocratie, de l'état de droit et de la démocratie. Mais bon, cela dit, un individu c'est un citoyen aussi respectable qu'il soit, Maître Robert Dossou, et respecté qu'il soit, de mon côté. Mais il a perdu sans doute ses cours, parce que l'état de droit et la démocratie c'est quoi? C'est que le chef d'État se mette au-dessus des institutions. Je ne veux pas. Moi, je veux bien. Est-ce que c'est que le chef d'État se mette au-dessus des institutions? Je n'ai pas compris. C'est ça? Oui? Il est le seul à vous répondre. Je ne vous répondrai pas. Oui, mais parce que vous. Dans quelles conditions? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Mais comment? C'est un individu qui décrète. Vous savez combien de personnes l'ont déjà dit avant lui? À chaque fois quand une décision va contre eux. Je vais vous rappeler qu'en 2011, alors que les secrétaires parlementaires faisaient yo-yo dans une majorité parlementaire opposante à Boni Yahi, et qui faisait feu de tout bois pour ne pas permettre que l'EPI soit utilisé pour aller aux élections. Vous savez que quand la Cour constitutionnelle a décidé qu'en l'absence des secrétaires parlementaires, que le président de l'Assemblée nationale désigne d'office des députés pour beaucoup de personnes, nous ne sommes plus en démocratie. On n'est plus en séparation de pouvoir. La Cour en impose. Ça a été dit. Et cette Cour, c'était la Cour présidée par Robert Dossou. Quand la loi sur la grève, quand la grève a été interdite aux paramilitaires, les gens disent, nous ne sommes plus en démocratie. Robert Dossou est un peu l'instrument de Yahi Boni. Ça a été dit. Lorsqu'il a proclamé le chaos, la victoire de Yahi Boni au premier tour, à l'élection de 2011, la nuit, à 1h, 2h, on a dit, il a attendu la nuit, il est à la solde de Yahi. On n'est plus en démocratie. Vous savez, je peux vous sortir un certain nombre de fois. Mais quand ça sort de la bouche de Robert Dossou, constituant, c'est-à-dire membre de la commission constitutionnelle, attention, homme de droit, qui a vécu tous ces moments, moi, ça me pose un gros problème. Parce que c'est les pères de la Constitution de 1990. Ils la connaissent en esprit. Et je ne peux pas comprendre que son silence, si problème il y a, c'est peut-être sur les lois. Alors quel est le problème qu'il y a sur les lois? Quand une loi est votée pratiquement à l'unanimité de tous les députés, et une autre est votée pratiquement à une très forte majorité. Dès lors, à quel moment on doit refuser d'appliquer une loi et demander au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles? Eux, ils n'ont pas écrit ça dans la Constitution. Ils n'ont pas écrit. Ils ont dit que l'état de droit s'est fondé sur le respect de la loi et la séparation des pouvoirs. C'est le cas actuellement. Ils ont dit que c'est le fondement, c'est les institutions qui fonctionnent régulièrement. C'est le cas actuellement. L'Assemblée nationale est légalement en place. Les lois sont votées normalement. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord. Mais il y a des lois qui s'imposent à moi. Je ne suis pas toujours d'accord. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, à quel moment, moi je veux savoir quel est le problème qu'il pose. À quel moment on peut dire, même dans nos élections, quand on veut être aussi sincère, les lois, aucune loi électorale ne parle de mouvance et de proposition. On parle d'élections pluralistes. Les textes sont faits pour que les élections soient pluralistes. Mais si le tort du gouvernement, c'est d'avoir contribué à la mise ensemble des partis, ou je même qu'une vingtaine se sont retrouvés dans chaque bloc, ça fait quand même 40. Si c'est ça qui est
l'absence de l'état de droit et de la démocratie, c'est qu'eux-mêmes, ils changent les règles du jeu en cours du jeu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas une définition classique de l'état de droit et de la démocratie. C'est ça qui crée la confusion dans les esprits. On a comme l'impression que cette définition varie selon le temps et selon la tête de celui qui est là. Je ne pense pas que ce soit une très bonne manière. Donc, le même Robert Dossou, que je respectais énormément, Robert Dossou avait déjà dit qu'on remplace les nouvelles lois par les anciennes, si les lois posent problème. Mais c'est quand même grave. Mais c'est horriblement grave pour un ancien parlementaire, pour un ancien président de Cour constitutionnelle qui demande qu'on remplace des lois par des anciennes. Mais qui va remplacer? À quelle fin? Donc, quand une loi est difficile, on la remplace. Mais dès que vous allez commencer, vous l'arrêtez où? Qu'il y ait des positions politiques, des penchants politiques, des options politiques, tout normal. Mais quand on occupe sa position, parce que quand Robert Dossou parle, ce n'est pas comme si Maforican parlait. Robert Dossou, c'est peut-être 1000 fois Maforican ou 10 000 fois. C'est une voix forte. Et donc, il doit bien penser. Parce que dans les amphis, quand on va donner un sujet comme ça à des étudiants, en droit ou en sciences politiques, on leur dit, selon Robert Dossou, nous ne sommes plus dans la démocratie, dans le cas du droit. Commenter. Mais ils ont du mal. Ils ont du mal à trouver des arguments. Parce qu'ils peuvent trouver des arguments politiques, mais ils ne trouvent pas des arguments juridiques. On est d'abord, c'est l'état du droit. C'est le droit qui doit être dit. Si on prend ces affirmations de Robert Dossou, quand il dit de faire recours, d'aller sur les anciens tests, quand le nouveau du mal a été appliqué, et on fait en sciences, en amphi, et on donne ça à des étudiants en droit, ils auront du mal à trouver des arguments. Comment peut-on retoquer des nouvelles lois contre les anciennes, alors que les lois sont régulièrement votées dans un parlement pluraliste, issu d'élections démocratiques, dont le mandat se poursuit, voté pratiquement à la majorité absolue des deux? Comment peut-on le faire? Quelle est la logique du droit? Quand on dit qu'on n'est plus en droit et en démocratie, il y a des arguments. Je dis, je mets au défi. Il n'y a aucun étudiant en droit qui va trouver des arguments de droit pour justifier. Ça veut dire quoi? On ne peut pas créer un état de droit comme ça. Donc, pour moi, est-ce que les règles, est-ce que les définitions ont changé entre-temps? Qu'on nous le dise. Moi, je m'enferme. J'ai grandi, je le dis toujours, je suis un produit de l'école nouvelle, grandi sous le parti de la Révolution populaire du Bénin. J'ai été formé à l'exigence, à la rigueur patriotique, mais également à l'exigence des textes. Contrairement à ce qu'on a pensé, le PFPB a fabriqué un certain nombre de postulats, de postures. En 89-90, on aurait dû y penser en extraire les éléments de la liberté. Il y a eu des excès sur la liberté, un certain nombre de comportements inhumains, dégradants, qu'il aurait fallu corriger et dédommager normalement et justement les gens qui ont été victimes de ça. On ne l'a pas fait. On a créé une mastodonte qu'on a appelée la démocratie, qu'on n'a pas encerclé. Et les pères même, les gens s'embrouillent eux-mêmes dans les définitions qu'ils en donnent. Donc aujourd'hui, on est dans un chemin, on ne sait même plus où on est. On se perd à définir les choses. On a du mal, vous pouvez écouter le même sachant, se dire, se dédire, se contredire. C'est pas possible. Très bien. Vous savez que Maître Adrien Ngouegui, le président de l'Assemblée nationale, au lendemain donc de la sortie du chef de l'État, les députés devraient donc se retrouver au Parlement pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019, qui constitue en même temps la dernière session pour l'actuelle mandature, l'actuelle législature, donc la 7e législature. Et Maître Adrien Ngouegui a tout de même délivré un discours, même si le quorum n'était pas atteint. Le discours de Maître Adrien Ngouegui, vous l'avez certainement suivi. Quand ça vient de Maître Adrien Ngouegui, quel regard vous portez justement sur ces propos? Quand quoi vient parce qu'il estime que le peuple béninois voudrait des élections inclusives, des élections où il y aura une large participation des partis qui désirent y aller, et que pour le moment, ils ne continuent pas à avoir espoir de ce que, à l'issue donc des travaux de la première session ordinaire, on pourrait avoir le consensus politique qui avait manqué lors de la 4e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Le président Adrien Ngouegui est le président de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est la structure qui fixe les règles. Même si ça vient du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale qui vote la loi. N'est-ce pas?
Tout à fait. Ah oui, parce que je voudrais bien qu'on soit en harmonie au moins là-dessus. Là, c'est pas une position, c'est pas la position de Ben Robert dessous là maintenant, là, c'est les règles du droit. Bon, donc l'Assemblée nationale, c'est elle qui vote la loi. Mais si le président de l'Assemblée nationale parle, aurait-il fallu mettre ça dans les textes? Élection inclusive, sans condition. Tout ce qui demande doit aller. Donc, participer aux élections législatives, par tous les partis politiques le désiraient, ou ayant déposé le dossier à la Sénat. Oui. C'est tellement simple que ça. Ça vient de l'Assemblée nationale. Et c'est eux qui fixent les règles. Quand vous dites que c'est ça, et on applique, vous dites non, moi ça pose un problème. C'est ça que je vous l'ai dit. Moi j'ai écrit dans la rigueur des choses. Dans les trucs. Quand c'est dit, c'est dit. Et quand c'est dit, il faut qu'on change. Quand on n'a pas changé, on applique tel que c'est dit. C'est tellement simple que ça. C'est pour les bêtes, c'est mieux comme ça. Et quand vous n'êtes pas très intelligent, vous restez au moins enfermé dans ce qu'on a dit. Là au moins vous n'avez aucun problème. Je me classe toujours dans cette catégorie de personnes qui s'enferment dans ce qui est dit. Quand c'est clairement dit, écrit, ça a l'art d'être dit, écrit, validé et existe. Après, chacun peut faire son exercice de pensée. Chacun peut étaler sa science. Mais au moins, entendons ce qui est dit. S'il faut laisser tout le monde aller aux élections, mais il fallait l'écrire. Il me semble que ce n'est pas ça qui est écrit. Il me semble que ce n'est pas ça. Sinon, la Sénat n'aura pas à étudier les dossiers et à avoir 8 jours au plus pour dire la liste de ceux qui sont qualifiés. Alors, dès qu'on a donné ce pouvoir à un organe, qu'on laisse l'organe jouer son pouvoir. Lorsque l'on a donné à la Cour constitutionnelle le contrôle de constitutionnalité et, disons, la gestion du contentieux lié à ça, quand la Cour décide, il faut qu'on respecte. Dès lors, le discours de Mbedji devient la position de Maître Mbedji. Il a droit d'en avoir, il en a eu. Donc, pour moi, voilà, il n'est pas intervenu en tant que président de l'Assemblée nationale, puisque ce statut ne lui donne pas le droit. Il a fait il a fait à l'hémicycle. Non, il a utilisé sa position. Et c'était lors de la session de l'ouverture manquée. Bon, on le dit comme ça, l'ouverture de la première session. Vous savez, il y a un cadre. Je nous regarde tout comme des acteurs de scène. Je regarde ça fait longtemps que j'observe la classe politique. Et je m'amuse parfois. Moi, j'ai fait des incursions politiques. Je m'amuse de certaines postures. Mais le président me dit qu'il est un homme de droit, un juriste respecté. Mais il sait bien que de son piédestal, comment on appelle ça, de son perchoir, il ne parle pas en son nom. Il ne peut que porter la position des parlementaires. S'il veut parler en son nom, il descend. Et il parle. Il descend du perchoir. Ce qu'il a dit n'est pas validé par les députés. Et il a le droit de dire ce qui est validé par les députés. Le président de l'Assemblée nationale existe en tant que tel quand on le consulte, notamment dans le cadre de l'article 108. Il existe pour des actes qu'il peut poser. Mais il ne pose pas d'actes lui seul en matière législative. Il faut la première. Donc les désidératas du peuple sont ceux qui est issu des décisions parlementaires. Chaque député est l'élu de la nation, comme lui, comme n'importe quel, comme le 83e député. Ils sont tous les élus de la nation. C'est ce que je vous demandais à Oden Aladaté, ou à Gouna Blay, ou à Gbian, Robert Gbian, son deuxième vice-président. Oui, deuxième vice-président. Sans vous leur demander s'ils sont d'accord avec cette phrase, ils diront non. Parce que justement, ça ne fait pas. Donc, pour moi, comme je dis, après de ce moment-là, je ne pense pas que ce soit normal. Maintenant, parce que élection inclusive veut dire quoi? Et il a décoté. Je pense qu'il a clarifié en disant qu'il faut que tout le monde y aille. Alors, si tout le monde doit y aller, pourquoi on a mis les règles? On ne devait pas mettre des règles. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. Les conditions, les compétitions d'âge au niveau des sports. Pourquoi, quand on a mis des âges, pourquoi on ne dit pas qu'il faut que tout le monde y aille? Il faut contrôler si les pièces. Et on a vu que nos cadets n'ont pas pu participer à une compétition d'âge parce qu'on a trouvé que les gens ont triché. On aurait pu dire, bon voilà, tous ceux qui veulent aller, ils doivent aller. Les examens. Pourquoi on ne dit pas que tous les enfants qui veulent aller aux examens doivent aller aux examens? Les concours. Pourquoi on met des conditions? L'élection présidentielle. Pourquoi on ne dit pas que pourquoi on a mis des critères d'âge? Que la Cour Robert de soit érigée en option fondamentale de la conférence nationale. Je pense que ce n'est pas fondamental, ça a un nom. Donc, nous n'avons jamais dit à la conférence nationale qu'il y avait des options fondamentales. Il n'y en avait pas.
Nulle part, dans aucune archive, vous ne verrez que l'âge était une notion fondamentale. L'âge, c'est des construits. C'est les construits de la Commission constitutionnelle. Ce n'était pas du tout, nulle part, il y avait critère d'âge à la Conférence nationale. On ne verra ça dans aucune analyse, nulle part, dans aucun débat, dans aucun document. Pourtant, la Cour constitutionnelle a érigé en option fondamentale. Tout comme le régime. Pourtant, tout le monde a accepté. Si c'était option fondamentale, ça aurait pu être contenu dans la Constitution. Ce n'était pas dedans. Ce n'est pas dedans. Ça ne pouvait pas être dedans parce que je ne l'ai pas dit. La limitation d'âge a fait l'objet d'un vaste, de grand débat. Donc, on ne peut pas aujourd'hui acter que les déclarations du président de l'Assemblée nationale à la clôture de la session, soit les déclarations, soit l'attente d'un Parlement. Mais c'est la déclaration du président. C'est d'autant plus vrai que le président de l'Assemblée nationale fait partie des institutions. Il était présent à la rencontre de toutes les institutions. Il a d'ailleurs assumé, lors de ce discours, il a assumé, il a expliqué pourquoi, par exemple, qu'il est pour l'ordre, le respect de l'ordre constitutionnel. Il a dit, il a affirmé, donc vous, il a dit, Agapit Napoléon Mafarka. S'il ne l'avait pas affirmé, enfin, s'il ne l'avait pas assumé, il ne serait pas là, rien ne l'obligeait à y aller. C'est républicain, son acte. C'est-à-dire qu'il a été parce que c'était d'un certain âge, d'une certaine expérience. Donc il ne peut que l'affirmer, il ne peut que l'assumer, parce qu'il était libre d'y aller ou de ne pas y aller. Mais donc en y allant, c'est campagne d'élection inclusive, le peuple attend les élections inclusives. Je dis que c'est en opposition à cela. Il y a une certaine opposition. Le maître Adrien Ngoyi souhaite qu'il y ait des élections en griffe inclusives. Ça, il a le droit de le dire en tant qu'élu de la nation. Maintenant, il est en même temps président de l'Assemblée nationale. Il a profité de la tribune pour le dire. Mais ça, l'élection inclusive, ce débat, il faut l'amener au Parlement et vous allez voir qu'est-ce qu'on appelle élection inclusive. Moi, je connais élection pluraliste, libre, démocratique, sincère, donc ouvert à tout le monde. Alors si c'est ça qui est inclusif, je pense que nos lois ont fixé le cadre. Maintenant, élection ouverte à tout le monde, ça, c'est eux qui ont mis les conditions. Et peut-être qu'il va falloir que la prochaine mandature de législature de l'Assemblée enlève les conditions, change les lois. Mais pour moi, tant que la loi est faite, c'est la loi. Je m'enferme, je préfère rester enfermé dans, comme je vous l'ai dit, quand on n'est pas très intelligent, on reste enfermé dans ce qui est écrit, dans ce qui est dit, et c'est peut-être mieux comme ça. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Maître Adrien Ngoyi de garder espoir, parce qu'on est à l'entame d'une nouvelle session, de garder espoir que le consensus qui n'avait pas été trouvé on pourrait l'avoir à cette session-là, cette dernière session? Oui, quand on opine, quelqu'un comme moi opine, le consultant politique, quand j'opine, je fais toujours attention à sur quel axe j'appuie. Est-ce que c'est l'axe politique ou l'axe de droit? Ce que j'ai dit était l'axe de droit. Là, maintenant, sur l'axe politique, oui, c'est normal de garder l'espoir. J'en garde aussi que chacun retrouve son cadre, notamment que l'opposition, je l'ai dit plusieurs fois, que la politique se joue en rapport de force. Et que si l'opposition continue de se croire au-dessus, de se croire en position de force, de se croire en mesure d'exiger telle dissolution, telle abrogation, tel relèvement, elle ne peut pas avoir gain de cause. Donc, le président Ngoyi prend la position de quelqu'un qui croit encore, qui espère toujours. Pourquoi ne pas le suivre dans cette logique? Moi, je le suis également. Et j'espère que notre opposition et son chef de file, Yahi Boni, par exemple, ancien président, qui a vécu quand même de grands moments de blocage, de défis, de rue, doit pouvoir prendre conscience de son rôle. Les postures de ressenti ou de vengeance ne l'arrangent pas. Il apparaît plus comme un chef de clan, comme un homme d'État. Il est important que l'opposition, donc, avec à sa tête aujourd'hui, parce que j'ai écouté, j'ai lu Yahi Boni, après avoir reçu une délégation de la France. De l'OIF. C'est dangereux. Quand je lis ça, mais qui parle? Et pourquoi alors l'OIF a le rencontré? Si c'est un chef de clan politique, est-ce que l'OIF a rencontré les chefs de BR ou de l'UP? Alors si c'est un ancien président de la République, est-ce que dans le mandat de l'OIF, on rencontre l'ancien président? Est-ce que c'était dans le mandat?
Et si on l'a reçu, est-ce qu'il a parlé comme un ancien président de la République? Moi, si les règles ne sont pas aussi claires, si les choses ne sont pas aussi précises, ça pose toujours un problème de posture. Sinon, on me rencontre, moi, comme un consultant, et j'apparais comme, je ne sais pas quoi, un militant. Non, ici, comme je vous l'ai dit, nous avons clairement, c'est sur quel axe j'appuie. Je dis toujours, parfois, quand l'axe elle est de droit, on ne pervertit pas on ne peut pas pervertir le droit. On ne doit pas pervertir le droit. Après, j'ai naturellement un penchant. Mais en matière de droit, on ne touche pas aux fondamentaux en matière de droit. Donc, moi, je pense que l'opposition, notamment FCBE avec l'Espoir, et leur chef, le président Yaïboni, ils ont intérêt plutôt, au lieu d'appeler les gens à la rue, de livrer les pauvres citoyens à exposer leur poitrine, au lieu d'inciter des petites gens à vraiment à des situations non maîtrisées. Je pense qu'ils ont intérêt plutôt à rentrer dans le dispositif positif du dialogue. Je pense, même si à la veille des élections, le processus peut être arrêté, tant que les acteurs se parlent. Et tout le monde, vous ne pouvez pas dire tout le monde, même moi, on serait content si le champ de candidature était élargi. Personne n'est malade. Au contraire, s'il y a plus de candidats à l'élection de liste, un organe de presse est heureux. Parce qu'il y a beaucoup de publicité. Il y a des meetings à couvrir. Donc il y a des actions de communication. Il y a des espaces qui sont achetés. Hein? Et la fête devient plus grande. Les localités reçoivent plus de candidats. Donc, qui peut ne pas être content s'il y a plus de candidats? Mais après, on ne peut pas imposer les candidats. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Donc, vous comprenez que, oui, si le maître Moumoudi espère, en tant que citoyen, en tant que législateur, en tant que président de l'Assemblée nationale, il est instinctif, même sur l'aspect politique. Il a le droit de dire ce qu'il a dit, il est dans son droit naturel. Très bien. Ce même vendredi, vous savez, c'était le lancement de la campagne électorale par la Commission électorale nationale autonome. La ferveur, ce n'est pas encore le cas. Timidement, on y va. Oui, c'est normal. D'abord, nos campagnes législatives se sont toutes déroulées comme ça. Il faut faire attention. Les campagnes législatives, la seule élection qui fait bouger les foules, c'est l'élection présidentielle. La seule élection qui fait bouger les foules. Parce que c'est l'élection derrière laquelle il y a un visage. Les deux autres élections, il n'y a jamais un visage derrière ces élections. Les élections législatives n'ont pas un visage. C'est-à-dire que les candidats, c'est une liste. Il y a plusieurs visages. Donc, l'électeur, ça dépend de son penchant. Alors que l'élection présidentielle, c'est un seul visage. Donc, en même temps, l'électeur sait à quoi s'en tenir. Donc, c'est normal, ce n'est pas la première fois. Ensuite, cette année, la particularité, regardez tout ce qui s'est passé. Si moi, je suis dans la population, je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas. La cacophonie est telle que je ne comprends rien. Si j'étais dans le peuple, dans la masse, dans la population, je ne sortirai pas. Donc, c'est normal que les gens qui n'aient pas encore la ferveur. Et la troisième chose que je dirais, c'est les deux. Donc, ça vient de démarrer. Il y a deux grandes listes. Donc, moins il y a de listes, moins il y a de ferveur. C'est une évidence. Plus il y a de listes, plus il y a de ferveur. C'est normal. Donc, moi, je ne m'attends pas à une ferveur particulière du tout. Je ne m'attends pas à une faveur particulière. Mais il faut simplement que les leaders comprennent. Et les objecteurs de conscience, les grands leaders des régions, des localités, des politiques, comprennent que c'est l'occasion que le peuple a. C'est l'occasion que le peuple a de se prononcer. Et tout ce qui parle au nom du peuple, c'est l'occasion que ce peuple a de sortir son visage. Passer les législatives du 28 avril, ce peuple sera représenté par les députés élus, par ses représentants élus. Donc, c'est l'occasion d'aller leur donner quitus ou de ne pas leur donner quitus. Il y a deux listes. Il y a le vote blanc. Chacun doit pouvoir aller et faire son vote. Si vous ne vous le faites pas, personne ne vous y obligera. Mais ceux qui seront allés aux urnes, vous déciderez à votre place. Et c'est ceux-là le peuple.
et ils donneront mandat à des députés. C'est ça notre législation actuelle. Donc, la faveur n'est pas encore là. Mais je pense que l'élite doit inciter le peuple à aller s'exprimer. Et quelle devrait avoir, c'est vrai, vous avez commencé par le dire, quelle devrait avoir l'attitude des membres des partis non qualifiés? Ah non, écoutez, vous voyez, les partis non qualifiés, ne leur demandez pas d'être contents. C'est humain. Alors, pour moi, déjà qu'ils ne se mettent pas à torpiller le scrutin, qu'ils peuvent s'abstenir de le faire, comme d'ailleurs, vous avez écouté l'UDBN, moi je ne va pas peut-être revenir tout là-dessus, mais voilà une posture. L'UDBN n'a pas une autre posture que celle que vous avez tout à l'heure de Adrien Ouedji. Le processus peut se poursuivre, puisque bon, telle est la situation. Nous aurons souhaité que c'était inclusif, comme moi je mets toujours ce mot en griffe. Mais voilà, donc, et on espère toujours. On espère toujours. Donc, chacun peut continuer d'espérer. Et je pense que l'UDBN a eu cette posture intéressante, importante et citoyenne. Tout comme d'ailleurs la plateforme des acteurs de la société civile. La plateforme a trouvé, s'est désolée qu'il n'y ait pas eu à demander ensuite qu'il n'y ait pas de violence. Il faut saluer ces sorties. Je les trouve citoyennes. Même si le réseau Social Watch a... Je parle de la plateforme, je ne parle pas des individualités. Le Social Watch est un élément de la plateforme. Ouais, le drame, ce que les gens reprochent aux politiques, même le font. Vous êtes dans une plateforme, ensuite vous êtes individu, après vous êtes dans un autre duo. Il y en a qui se retrouvent dans 2-3 trucs à la fois. Et vous voyez, bon, vous comprenez que le mal est peut-être plus endémique, enfin plus génétique que politique. C'est peut-être dans les chaînes du Béninois que nous traînons certaines tares. La politique ont peut-être contaminé. Ou c'est purement le Daoméen qui a du mal à ne pas incarner ce que pense de lui Emmanuel Mounier, qui parlait de l'intellectualisme et qui n'est pas de nature à assurer le développement du pays. Notre intellectualisme teinté de mesquinerie. Cet intellectualisme teinté de mesquinerie. Entre autres, c'est ça. Nous, on a pris caté latin, on a laissé tout le reste du développement du philosophe Mounier, des phrases qu'il a prononcées depuis 1948 et qui continuent de nous hanter. Enfin, donc, pour moi, l'UDBN, la plateforme des acteurs de la société civile, entre autres, je pense que dans certaines églises et temples, il y en a qui, comme les pasteurs, on commence par Dieu fidèle, allez-y, allez voter dans la discipline et on prie pour le Bénin. Je pense que c'est l'attitude citoyenne. Après, le débat n'est pas clos. Je pense que même élu, le Parlement peut faire encore beaucoup de bonnes choses. Moi, les gens qui parlent aujourd'hui, et disent on aura un Parlement monocolore, la démocratie est morte, mais c'est le Parlement multicolore qui est là, qui prend des lois et on refuse de l'appliquer. Le Parlement qui est là est multicolore, n'est-ce pas? Qui prend des lois, qui vote des lois, et on dit que les lois votées à la majorité absolue. Donc, au-delà de la majorité parlementaire, à qui est le président de la République, il y a des acteurs de la minorité qui ont voté pour cette loi. Pourtant, les gens disent que c'est les mauvais, qu'il est anti-peuple. Donc, du coup, on se met dans une sorte de défiance au Parlement. C'est ça, il faut corriger. Il faut que le Béninois corrige d'abord ce que lui n'aime, il n'a pas aimé. Il n'est pas ce que le peuple n'a pas aimé. Parce que le peuple a donné mandat. Et donc on présume que tout ce qui est fait au nom du peuple. Et rien ne peut avoir l'unanimité de tous. Aucun acte posé ne peut recueillir l'avis des 12 millions de Béninois. Ce n'est pas possible. Donc, il faut bien des gens pour prendre des décisions. Et dans des conditions de majorité, donc dans des conditions définies, tant que c'est pris dans ces conditions, c'est terminé. C'est terminé. Alors, moi je dis, pourquoi dans notre constitution, on a mis qu'il faut avoir 40 ans pour être candidat? Pourquoi? Mais pourquoi? Il y a des gens qui prennent des décisions à 25 ans. Il n'y a aucune règle, aucune logique. Ne de penser 40 ans, mais à 70 ans. Et pourtant, on l'a remis là-dedans. C'est exclusif. Ça, c'est pas inclusif. Ça exclut une frange. La frange 25-40 ans.
on lui perd son temps. Alors que le génie est en chaque individu. La frange 40 et 70 X, on lui perd son temps. Parce qu'on se bonifie en prenant l'âge peut-être. Le meilleur peut être à ce niveau-là. Mais pourquoi on a interdit ça dans la Constitution? Alors que la conférence nationale... Et puis même la conférence nationale, quel texte l'a prévu? La conférence nationale a retrouvé son sens. Parce que le système politique à l'époque a tué sa propre constitution. L'Assemblée, les sessions conjointes le 6-7 décembre 89 de tous les organes du parti et de l'État, en décidant que l'idéologie marxiste-léniniste n'était plus l'idéologie de l'État et que le parti de la Révolution populaire du Bénin n'était plus le parti de l'État, avait tué la Constitution. Donc les organes centraux de l'époque ont opéré un coup d'état civil eux-mêmes. Ils ont tué leur Constitution. Donc, on était dans un système de fait. C'est-à-dire une Constitution qui existe, mais qui ne peut plus être appliquée parce que le socle même a été tué par les organes. Alors, la conférence nationale était une sorte de passage en douce d'un système vers un autre. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans ces conditions. On a une constitution en marche, à laquelle beaucoup tiennent par ailleurs. Et personne ne veut qu'on l'amende. Dès lors, on doit l'appliquer dans l'absolu. Et donc, dans son application, l'Assemblée nationale légifère. Et est renouvelée tous les 4 ans. Et donc, le scrutin du 28 avril est un scrutin sensible où il faut, si le citoyen ne sort pas, d'autres vont légiférer à sa place, vont décider de qui ira au Parlement. Quand vous regardez les deux blocs, les deux partis, mais vous voyez des acteurs politiques qui occupaient la scène il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Si on regarde les partis actifs qui allaient aux élections, vous avez 80% de ces partis déjà dans ces acteurs-là. Donc le débat qu'on fait, c'est un faux débat. En termes de légitimité. Vous avez parmi les candidats, les partis qui sont fondus pour devenir UPR, UBR, vous avez 80% des acteurs. Il reste une marge de 20%. C'est les 20% qui vont rendre notre parti, notre Parlement démocratique. D'autant que, parmi les acteurs individuellement pris, il y en a qui font du va-et-vient entre la majorité et l'opposition. Donc, aujourd'hui, vous direz, voilà l'opposition. Dans 2 jours, vous ne les retrouverez plus dans l'opposition. Donc, est-ce qu'on a un Parlement en place légitimement? Oui, il faut avoir un Parlement. Ensuite, si les décisions promues par le Parlement ne marchent pas, avant leur vote, le peuple, dans sa particularité, c'est-à-dire les différentes composantes du peuple, en tant que groupe organisé, acteurs indépendants, dans le cadre de l'article 23 de notre Constitution, jouiront de leur liberté d'action et mettons la pression sur le Parlement pour qu'elle vote des lois. Et même si la loi est votée, cette composante peut continuer à mettre la pression. Mais si elle est promulguée, elle doit être appliquée comme loi d'État. C'est ça la discipline. On peut toujours critiquer la loi et se battre pour qu'elle soit corrigée, mais on doit la respecter dans son application. C'est ça, être démocrate. Ce n'est pas être démocrate de dire qu'on met une loi, on retoque une loi nouvelle et on amène une loi ancienne. C'est pas ça, c'est un déni de démocratie. Donc, vous comprenez que l'élection du 28 prochain, même si elle ne crée pas un engouement terrible, parce que les conditions psychologiques dans lesquelles on a mis les citoyens ne permettent pas vraiment une émulation. Mais ces élections ne seront pas moins une élection inclusive, c'est-à-dire dans le cadre pluraliste, sincère, légal, plaçant les candidats dans un système de d'égalité face à la loi. Globalement, les différentes conditions internationales pour qu'une élection se déroule sont réunies. Et donc, moi, je pense que les citoyens n'ont qu'à aller aux urnes pour faire valider leur vote et jouir de leur statut de peuple. Voilà. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé, consultant médias et communication par ailleurs, expert en gouvernance, expert électoral aussi. Merci pour ces moments d'échange et donc c'est fini pour ce numéro
de votre émission Le Décryptage sur E-Télé. Merci de nous avoir suivis. Agréable nuit à chacun et à tous et surtout, demain, bon début de semaine à chacun.